toutes et à tous, donc je suis ravi de partager avec vous ce webinaire. Il traitera donc des services numériques à des fins de décarbonation des territoires. Donc pour cela, Esri convie aujourd'hui son partenaire KLC en la personne de Gwenaëlle Carfantan ainsi que son client ICAD, représenté par Benjamin Chiquet, qui est directeur property et exploitation durable au sein du groupe ICAD. Alors, je serai accompagné également côté Esri France de Lara Petit. Ce webinaire s'inscrit dans un cadre plus large puisqu'on a réalisé dans le cadre de notre démarche tous éco-responsables au sein d'Esri France, on a réalisé un premier webinaire en décembre sur le thème des risques au changement climatique. On avait pu avoir des interventions de l'Institut Paris Région, de la compagnie centrale de réassurance et de l'Agence parisienne du climat. Aujourd'hui, c'est bien un partenaire, KLC, sur voilà, la présentation d'outils numériques au service des territoires au sens large du terme, organisations publiques et privées qui opèrent un certain nombre d'infrastructures sur le territoire. Et on aura d'autres webinaires durant l'année sur ce sujet. J'en profite également pour vous dire que nos clients ont été conviés à participer à la communauté, à la géocommunauté Esri France. Dans ce contexte, on offre une sous-communauté thématique dédiée à la sobriété numérique, donc aux usages plus sobres, quelque part des technologies, mais aussi à des fins de résilience climatique. Et j'en termine par le fait qu'il y a un livre blanc assez vaste d'une 50aine de pages avec une centaine de cas d'usage différents sort semaine prochaine sur le thème de la donnée géographique et la data en général au service de la résilience climatique des territoires et des organisations. Voilà, j'ai essayé de faire bref et vite, sans plus attendre. Voilà, je laisse la parole à Gwenaëlle et je me répète, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chatter. Très bien, merci. Merci David, merci Lara et Benjamin d'être présents aussi pour faire cette présentation partagée sur la décarbonation des territoires. Alors, j'ai le rôle d'introduire, si je puis dire, la présentation et surtout le retour d'expérience du groupe ICAD. Donc, Benjamin Chiquet a prévu de passer vraiment un long moment pour vous faire un retour d'expérience extrêmement détaillé. Donc, pour ma part, je vais vous introduire si je puis dire, notre écosystème de décarbonation, puisque on est sur des thématiques à la fois métier, avec le mot décarbonation, mais aussi numérique, parce que du coup, l'enjeu pour nous, c'est évidemment d'optimiser la gestion de la donnée. Donc, on va essayer de vous partager tout ça pendant 1 heure. On va échanger, je pense, on va se donner, je pense, 20 minutes pour le temps questions-réponses après nos 2 interventions respectives. Voilà, alors quelques mots d'introduction sur Urban Sim Platform, qui est la marque commerciale de la société KLC. Donc, nous sommes une équipe tech, si je puis dire, liée à l'aménagement du territoire. Donc, nous sommes aujourd'hui une petite quinzaine de personnes et nous sommes rattachés à on va dire un groupe un peu plus important et surtout par l'expérience, puisque ça fait 38 ans que nous travaillons dans le domaine de l'aménagement du territoire. Donc, la branche numérique a été reconnue dans son expertise numérique avec un prix Chrysalide numérique et surtout tout dernièrement par la fondation Solar Impulse comme étant faisant partie des solutions complète en lien avec la décarbonation par le solaire. Donc, voici maintenant ICAD qui va du coup, en la personne de Benjamin Chiquet qui va peut-être introduire aussi cette grande maison qui fait beaucoup de choses. Benjamin? Mais certainement. Bonjour Gwenaëlle, bonjour à tous. Donc, je suis ravi de participer à cette séquence. Donc, je suis en charge de la gestion du patrimoine immobilier pour la foncière tertiaire, donc en charge de l'exploitation au quotidien.
du patrimoine de 2 millions de mètres carrés qui composent la foncière. Comme vous le savez, Icade est un opérateur immobilier intégré qui a une activité de foncière tertiaire, nous y reviendrons, une foncière santé et une activité de promotion. Notre raison d'être, je vous laisse en prendre connaissance, mais elle est forte et elle s'inscrit dans le territoire et dans le cadre de nos activités avec un actionnariat historique, le groupe Caisse des Dépôts à 39,5% et le groupe Crédit Agricole Assurance à 20%. Donc, qui font effectivement notre entreprise dans une volonté d'impact et d'une impact pour le plus grand nombre. Dans le slide suivant, quelques métriques qui nous caractérisent. On est 1800 collaborateurs. On est reconnu comme une des entreprises françaises les plus responsables. Alors, on est sur le leader pour les exigences extra-financières en tant que foncière. On l'affirme et on les réaffirme régulièrement. Chaque année, nous soumettons à nos actionnaires le vote du Say on Climate and Biodiversity, qui est une résolution portée à l'Assemblée générale des actionnaires visant à confirmer notre engagement en la matière et qui est soutenu à plus de 99% par nos actionnaires qui nous renforcent dans notre conviction à agir et à être pionniers sur ces questions avec des résultats financiers de l'ordre de 350 millions d'euros par an pour l'exercice 2022. On a donc une activité en trois blocs, nous agissons sur le territoire national et européen en ce qui concerne la foncière santé. Au niveau des foncières tertiaires, c'est environ 2 millions de mètres carrés, principalement en Île-de-France, mais également en région, dans les principales villes métropoles. Et en santé, à peu près propriétaire de 300 murs de cliniques en Europe, dont en France, en Allemagne, Italie, Portugal et Espagne. En quelques mots pour chacun des métiers, dans les slides suivants. Pardon, oui. Donc la foncière tertiaire, comme je l'évoquais, pionnier sur les questions bas carbone. On a quelques réalisations phares. On accueille actuellement notamment le siège d'organisation des Jeux Olympiques sur l'immeuble Pulse, qui est notre premier immeuble de construction bois réalisé et livré en 2019. Après le siège de Nanterre, qui est le siège de Technip Energies, immeuble pour les sachants qui est E3C2 pour un immeuble de 60 000 m², qui en fait un des immeubles les plus performants en termes d'impact carbone. Et on a à cœur de coordonner notre action avec nos clients locataires, d'être à leur écoute pour renforcer leur impact carbone. Et c'est l'esprit du bail engagé climat qui vise à mettre et à loger le climat dans toutes nos relations contractuelles traditionnelles, et les outils qu'on va pouvoir présenter servent cette ambition. Pour la foncière santé, dans le slide suivant, investisseur en immobilier européen, on est présent sur le soutien et la propriété de murs de cliniques en France, à la fois long séjour et court séjour. Comme exemple et réalisation phare, la polyclinique Reims-Besançon, qui est un des plus grands établissements de santé du Grand Est, et des réalisations de cliniques comme un salon de Provence. Et enfin, la promotion, je vais vite, mais ce n'est pas l'essentiel de notre présentation, qui est un acteur national leader sur la construction bas carbone, avec une filiale que l'on a créée spécifiquement sur la construction bas carbone, Urbain des Bois, et qui est pionnier dans un certain nombre de modes de construction bas carbone, avec une réalisation phare en cours, qui est le village des athlètes sur Saint-Ouen-sur-Seine. Vous avez le reportage actuellement sur le sujet, qui est un vrai démonstrateur, comme l'est notre réalisation des Jardins de Galie, une cité jardin de 500 logements qui niche au cœur de Versailles. Voilà, en quelques mots, notre activité, qui nous sommes et pourquoi nous le faisons. Enfin, comment nous le faisons. Très bien. Ouais. Merci Benjamin c'est important de comprendre cette grande maison d'Icade et surtout son attrait sur justement sa contribution à la décarbonation. On le comprend bien par toutes ces si je puis dire, tous ces développements territoriaux. Et donc, du coup, ces territoires, qu'ils soient à l'échelle européenne ou à l'échelle française, eh bien, nous avons tous en fait des objectifs aujourd'hui de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Alors, vous connaissez forcément les accords de Paris, on en a parlé très récemment.
pour limiter le réchauffement climatique à moins de 2 degrés. Donc, les répercussions en France, c'est le Fit for 55, hein, donc c'est les moins 55% pour 2030. Et surtout, notre traduction sur la stratégie nationale bas carbone, ce qui fait être complètement à l'écoute, si je puis dire, des territoires pour les aider à faire cette transition énergétique pour la croissance verte. Alors, nous nous situons complètement dans les thématiques principales touchées par les secteurs qui ont du poids justement en carbone. Donc, les deux premiers, nous n'allons pas nous y attacher, hein, c'est l'agriculture et l'industrie, mais nous allons nous concentrer évidemment sur la part des secteurs émetteurs qui sont liés du coup par la construction, forcément, la transformation énergétique, les transports et forcément la production de déchets. Donc, quand on additionne ces quatre-là, on va dire à 60 à peu près, hein, ça fait du 60-40 entre ce gros bloc-là et entre l'agriculture et l'industrie. Donc, ça veut dire que ce qu'on fait, ça compte et ça compte beaucoup. Alors, pour être dans la démonstration, l'enjeu dans cette introduction un peu générale, c'était de vous résumer un peu la situation à travers un livre blanc. Et donc, on s'est inscrit dans la politique des livres blancs et donc Esri vous l'a transmis dans cette invitation. Donc, vous allez pouvoir le retrouver en pièce jointe, sinon on vous le renverra. Alors pour la rédaction de ce document, hein, qui fait un 4 pages, donc c'est pas très long à lire non plus, je vous rassure. Il s'agissait pour nous de mettre en avant en fait les grands points. Voilà. Alors évidemment, pour ceux qui sont peut-être moins habitués avec le vocabulaire, on a fait un petit flash humoristique sur les réseaux sociaux pour expliquer le mot décarbonation. Hein. Tout le monde n'est pas à l'aise avec ce mot. Il est parfois confondu avec décarbonisation. Je vous renvoie sur les réseaux sociaux pour que votre culture soit parfaitement complète. Mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est vraiment la sensibilisation. La sensibilisation de tous les publics. Donc, aussi bien les décideurs territoriaux, à savoir les élus, des gens comme ICAD, forcément, des grandes entreprises, les grands comptes, les sociétés d'économie mixte, enfin, tous les acteurs qui modèlent le territoire. Donc, et qui ont donc un rôle et qui sont là pour orienter les décisions. Et c'est en cela que l'outil numérique devient un outil, on va dire, pratique, parce qu'il a cette faculté d'être accessible pour tout le monde, donc c'est hyper égalitaire, hyper démocratique, et surtout, il partage une vision globale, instantanée et en temps réel. Et ça, c'est extrêmement puissant, parce que lorsqu'on veut orienter, eh bien, il faut apporter de la fiabilité dans le partage des informations. Et donc, ce partage d'informations, évidemment, s'appuie sur la mesure et donc, forcément, ça appelle des données et surtout des indicateurs. Et c'est là que l'équipe Urban Sync Platform, avec son application Sync City, mais aussi celle d'Atenergy dont je vous parlerai en quelques mots tout à l'heure, vous aide justement à faire ce mesurage de l'évolution de vos progrès dans le temps ou alors instantanément lorsque vous voulez finalement faire un calcul rapide pour permettre en fait de savoir où vous en êtes dans les possibilités, notamment sur le point énergétique, puisque c'est le point aujourd'hui qui est extrêmement, on va dire, d'actualité avec les crises énergétiques qui sont aujourd'hui connues de tous. Donc, cet outil permet de mobiliser les parties prenantes et un super exemple, franchement, et c'est pour ça que nous avons proposé que ICAD soit à nos côtés pour cette présentation. ICAD va être le premier aujourd'hui, à avoir un CIM, un City Information Modeling. Alors, je ne vais pas dévoiler le sujet, mais je vais laisser à Benjamin tout à l'heure le soin de le présenter en détail. En tout cas, l'enjeu, c'est cette décarbonation, elle est là, elle s'impose à nous. Eh bien, maintenant, faisons en sorte d'y réfléchir et de construire en fait notre outil pour prendre les meilleures décisions, pour avoir la vraie efficience dans la prise de décision. Et bien conscientiser ce que c'est qu'un levier d'accélération de la décarbonation du territoire. Et c'est là que le numérique peut franchement nous accorder
un répit. Et quand je dis un répit, c'est-à-dire qu'en fait, il simplifie la vie. Alors, cette simplification, peut-être pour que chacun comprenne les étapes, je vais m'attarder sur ce passage parce que on dit, OK, on veut accélérer, le numérique peut nous aider, mais comment? Alors, le comment, en fait, il y a plusieurs étapes que je vais vous décortiquer et donc vous allez vite comprendre finalement l'effet puissant que le numérique apporte dans cette fiabilité et ce partage d'informations. Tout d'abord, la première étape, c'est l'exploitation de la data. Alors, la data, c'est la gestion de la donnée, c'est du temps réel et c'est géoréférencé. C'est-à-dire que la data, là où elle est produite, vous allez être capable de la lire et c'est sur la donnée, si elle est, on va dire, type, par exemple, compteur communicant Linky, tout le monde connaît les compteurs communicants d'Enedis, c'est par excellence l'exemple du compteur qui apporte de la donnée en temps réel et qui est géoréférençable. Géoréférençable, c'est-à-dire que vous êtes capable de le voir immédiatement situé au lieu où il est installé. Donc, ça permet de visualiser instantanément les performances environnementales. Donc là, évidemment, vous avez la palette carbone, énergie, gestion de l'eau, biodiversité et aussi, évidemment, économie circulaire pour la gestion des déchets, mais aussi sociétale, surtout les aspects déplacement et mobilité. Donc, ce sont les thèmes que vous avez sans doute déjà côtoyés, qu'on appelait dans le temps, on va dire il n'y a pas si longtemps que ça, mais le développement durable, que là, à travers le numérique, vous allez pouvoir toucher du doigt et en plus à différentes échelles spatio-temporelles. Donc, on va passer, on va vous le montrer, finalement de la parcelle à la rue, au quartier, à la ZAC, à la ville et à l'agglomération. Donc, ce sont ces différentes échelles qui, si je puis dire, font comme un effet zoom photographique qui permet en fait de rentrer extrêmement dans le détail. Alors, ces détails, ils sont quand même utiles pour la concertation parce qu'on a dit partage tout à l'heure, partage de l'information. Donc, c'est le soutien de cette concertation parce que la décarbonation, c'est quand même l'affaire de tous. C'est pas simplement les décideurs, mais c'est aussi le citoyen. Et ce qui est important, justement, c'est de pouvoir avoir un socle numérique partageable et commun, du coup, à tous les acteurs et surtout sécurisé. Donc, ça, c'est la quatrième étape. Et je terminerai dans cette description, donc en quoi le numérique devient un levier. Eh bien, à quoi ça sert finalement? La finalité, c'est de voir en fait les solutions et surtout de vous aider à prendre les meilleures décisions, partagées bien entendu comme on l'a évoqué, mais surtout de manière agile, c'est-à-dire que vous êtes, si vous le souhaitez, dans un temps pratiquement réel. Donc ça, c'est extrêmement puissant. Alors, c'est une vague en fait qu'on voit et que vous pouvez étirer parce que sur les projets de ZAC, évidemment, c'est du temps, des fois c'est 3-4 ans, donc le CIM en fait se construit avec le temps. Pour vous prendre quand même quelques exemples, pour amener ça finalement à vos cas territoriaux, voici en patchwork les problématiques qui sont abordées. Donc, c'est la qualité de l'air, c'est la mobilité. Alors là, on a fait un zoom sur la partie cyclabilité, mais c'est aussi le transport en commun, l'intermodalité également, bien entendu. On aborde aussi, grâce au partage de la donnée, les îlots de chaleur, les fameux problématiques de montée en température sur des zones urbaines denses, non végétalisées. Donc, c'est intéressant de coupler la donnée également avec la biodiversité, la qualité de l'air et les températures au sol. Et un autre sujet aussi, tout aussi intéressant, c'est évidemment la gestion des déchets, l'économie circulaire avec la gestion des matériaux, les fichiness. Enfin voilà, donc on a de quoi, si je puis dire, aujourd'hui, il faut reconnaître que l'open data existe, on se connecte à l'open data et ça permet de remonter déjà une quantité de données conséquente. Mais on sait que ça ne suffit pas. L'open data ne peut pas nourrir toutes les thématiques. Donc, si on réexamine les thématiques de près, on s'aperçoit quand même qu'il faut les compléter. Alors, faisons un peu le tour d'horizon de ces thématiques pour vous les rappeler. Vous avez l'eau, l'énergie, le climat.
les démarches sociétales, la mobilité, les écosystèmes et la gestion des déchets. Donc, c'est vrai que parfois, on se dit, ça fait beaucoup. Donc, je vous montrerai des exemples tout à l'heure où des territoires ont choisi de commencer, par exemple, par l'énergie. Mais d'autres auront choisi de démarrer par l'eau ou encore d'autres de démarrer par les écosystèmes. Donc, en fait, ce qui est important, c'est de démarrer par quelque chose, le sujet qui est le plus important à vos yeux. Et ensuite, vous rajouterez les briques qu'il vous faudra. Et donc, c'est pour ça que nous, on parle de valeur augmentée. Alors, c'est vrai que pour pouvoir construire ces indicateurs, nous avons, voilà, il n'y a pas d'invention. Hein, les indicateurs, ils existent déjà, ils sont présents dans les référentiels déjà en France et même en Europe avec le LEED notamment. Et donc, ces indicateurs, nous les faisons parler d'une certaine façon. Alors, si par exemple, vous avez une problématique spécifique et que vous ne vous retrouvez pas là dans les 6 qui sont mentionnés, avec les 60 indicateurs associés, eh bien, il faut aller construire de nouvelles données. Donc, ça peut être les données sur le bilan carbone, ça peut être une clé verte. Alors, pour ceux qui sont spécialisés, qui sont en zone hyper touristique, c'est un label que vous devez connaître parce que c'est ceux qui sont concernés par les habitats de loisirs en campagne ou au littoral. Et vous avez aussi une valeur intéressante qui est celle liée au contrat de relance des territoires, des CRTE. Et donc ça, c'est aussi une déclinaison très intéressante à suivre dans le temps. Et pour finir, bien entendu, les risques naturels et ce qu'on appelle maintenant le plan national d'adaptation au changement climatique. Donc voilà, donc la palette est très large, on va dire pratiquement illimitée. Ce qui compte, c'est de mettre en marche, si je puis dire, la chaîne de la donnée et ainsi se constituer cette base progressivement. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de géoréférencement. Voici deux situations qui vont vous permettre d'avoir une illustration rapide de comment ça peut fonctionner. Donc, évidemment, on a la 2D, on a la 3D. Et donc, on a ainsi une capacité, si je puis dire, de déploiement de l'information en fonction de la taille de son projet. Alors, j'ai parlé tout à l'heure du cycle de la donnée. Alors, voici un petit peu en détail comment la gestion se déroule par étapes. Au départ, on va collecter la donnée. Alors, c'est la reconnaissance terrain, c'est les plans géomètres, c'est les plans AutoCAD. Ça peut être aussi des capteurs connectés. Hein. Je parlais tout à l'heure de la température au sol pour les îlots de chaleur. Évidemment, ça, c'est un point important. Et ensuite, eh bien, il y a une phase de traitement. Donc, tout de suite, la donnée est localisée, géolocalisée. Donc, c'est grâce au géoréférencement. Et ensuite, on va la classer, on va la trier, on va la filtrer suivant les thématiques. Et surtout, quand même, on va vérifier le format pour que votre outil, finalement, soit homogène dans sa lecture et sa compréhension. Et du coup, le résultat, la mise en forme, eh bien, vous allez avoir du coup un support qui va à la fois vous donner l'illustration géographique, comme on va vous le montrer pour ICANN, et vous allez avoir les dashboards qui vont faire parler cette data de près avec les thèmes qu'on a vus ensemble. Alors, voici quelques exemples. Là, vous avez une agglomération de 61 communes, donc Saint-Lô agglomération, c'est en Normandie. Alors, peut-être que si vous êtes dans le sud, vous ne vous situez pas trop, mais donc c'est dans, on va dire, Normandie sud. Donc, ils ont choisi, en fait, de commencer par l'énergie. Donc, petit à petit, en fait, tous les thèmes seront déclinés. Mais aujourd'hui, c'est vraiment l'énergie qui est la plus, on va dire, la plus importante à leurs yeux. Donc, on a un territoire de 61 communes identifiées. Chaque commune a accès à sa donnée et ensuite à ses thèmes et à sa lecture. Et ensuite, on peut l'aborder avec les autres aspects dont on a parlé tout à l'heure.
Je vais vous parler maintenant d'un autre exemple qui aussi contribue à cette décarbonation, c'est le solaire. Alors, pourquoi le solaire est intéressant en ce moment? Eh bien, parce que, comme vous le savez, le prix de l'énergie augmente irrémédiablement, on ne pourra pas l'arrêter. Donc, je pense que, enfin, je ne suis pas la seule, qu'il y a un vrai sujet avec le solaire. Donc, comment faire? Aujourd'hui, on a du mal à se dire, bon, est-ce qu'on pourrait le faire rapidement et par où on passe pour le faire rapidement? Donc, on sait que le solaire, on va dire, il y a deux informations importantes. Il y a les consommations et le capital solaire que le bâtiment est capable, en fait, si je puis dire, de capitaliser par son déploiement, sa surface, mais ça peut être aussi un foncier, ça peut être un parking. Vous savez qu'avec la loi résilience du mois de janvier, cette possibilité de couvrir les parkings a été adoptée. Donc, en fait, aujourd'hui, on a un cadre réglementaire favorable. On sait qu'on peut solliciter aussi bien les bâtiments que les parkings et on sait que, suivant les consommations des bâtiments, eh bien, on pourrait très bien couvrir les besoins et même produire plus que ce dont on a besoin. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'énergie pas chère en boucle courte. Pourquoi pas cher? Parce que le solaire, c'est pas cher, il faut reconnaître. On a des ROI de l'ordre de 5 ans à 7 ans. En tout cas, c'est moins de 10 ans, quelle que soit la taille du projet. Donc, ça permet en fait de voir tout de suite les économies générées et le capital aussi de décarbonation associé à ces économies. Donc, Atenergy est aussi sur la plateforme UrbanSync et ça vous permet en fait d'apporter de l'objectivité à votre scénarisation de bâtiment ou de parking et ça vous permet de faire des tests en fait, un peu comme on dit aujourd'hui, comme disent les jeunes, open bar, c'est-à-dire que ça donne plein de possibilités de tests si vous voulez être en vente totale ou en autoconsommation. Alors, ce sont des termes qui sont peut-être un peu techniques. Je vous renvoie peut-être à notre site internet urbansync.eu pour peut-être vous familiariser avec tout cet univers si vous ne le connaissez pas suffisamment. Mais franchement, ça vaut vraiment le coup d'aller voir parce que forcément, votre bâtiment est une source de revenus, votre parking est une source de revenus, c'est évident. Donc maintenant, il s'agit de savoir de combien et est-ce que voilà, c'est intéressant de le découvrir. Ce qui est aussi très intéressant, c'est de voir que ça crée des émules et que vous pouvez très bien vous constituer finalement producteur d'énergie demain. C'était pas possible encore il y a 2 ans, mais maintenant ça l'est. Donc n'ayez pas peur de cette découverte, au contraire, soyez curieux et n'hésitez pas à nous recontacter si vous souhaitez en savoir plus. Que ce soit pour de la toiture, de l'ombrière ou du tracker, eh bien, n'hésitez pas à faire les simulations. Vous pouvez faire des simulations sur un bâtiment ou plusieurs bâtiments. Tout est possible. Ce qui est important, c'est que vous fassiez votre opinion pour que vous puissiez prendre la meilleure décision qui soit pour vous et votre entourage. En tout cas, les combinaisons les plus rentables sont faisables à l'échelle d'un îlot urbain, mais sont faisables aussi à l'échelle d'un bâtiment tout seul. Donc, il s'agit de voir où est-ce qu'est la rentabilité la plus intéressante pour vous. Est-ce que vous faites une vente totale? Est-ce que vous stockez pour pouvoir relarguer, si je puis dire, l'énergie au moment où vous allez en avoir besoin? Ou est-ce que vous stockez votre énergie à travers des bornes IRVE pour les mettre à disposition des voitures électriques qui seront sur votre territoire? Donc, tout ça, ce sont de toute manière des questions à se poser qui sont très intéressantes. Donc, revenez vers nous si vous le souhaitez et vous découvrirez ce que veut dire une personne morale organisatrice. Alors, ce n'est pas un gros mot. On appelle ça une PMO pour prendre les 3 premières lettres de chaque mot. Et donc, cette fameuse PMO, bien, il y a 2 ans, n'existait pas. Aujourd'hui, c'est un vrai outil juridique qui permet en fait de devenir justement un producteur d'énergie à travers du foncier que vous avez de disponible. Et c'est carrément une révolution énergétique très intéressante. Et ensuite, je dirais même qu'elle est plus rapide à mettre en place qu'une rénovation bâtiment qui prend à peu près 3 ans. Voilà, alors j'ai déjà beaucoup parlé. J'aimerais que du coup
vous découvriez à travers, vous voyez, cette belle image du fameux parc de Paris, dont a esquissé un petit peu les contours Benjamin Fiquet. Et je vais vous laisser, Benjamin, le soin de rentrer dans les détails du Sim by ICAD. En tout cas, merci beaucoup d'être présent cet après-midi. Avec plaisir. Ah oui, je vais prendre la main, je crois, avec... Est-ce que ça marche? Oui, c'est bon. Merci. Donc, je vais juste mettre ça. Voilà. Donc, en quelques mots, hein, le City Information Modeling, c'est qu'on a démarré chez ICAD par le BIM, le Building Information Modeling, avec la modélisation de nos bâtiments. Et on a effectivement à cœur, nous, à la fois d'informer, de former les équipes aux enjeux environnementaux. On a des engagements nombreux, comme j'ai pu les énumérer, et notre responsabilité en tant que manager, c'est d'apporter aux équipes les outils leur permettant d'agir au quotidien et de mesurer l'impact de leurs actions et de pouvoir les aider dans la mise au point de tel ou tel projet qui permettent de satisfaire à nos engagements. Donc, on a pour ce faire déployer cet outil SIM qui permet d'afficher en temps réel, enfin pas en temps réel, d'afficher un certain nombre d'informations qui sont du registre des valeurs évoquées par l'UNL. On a donc initié cette démarche auprès des équipes dans une approche vraiment bottom-up, c'est-à-dire que c'est le cas d'usage et les besoins des utilisateurs, que ce soit les équipes d'exploitation, les équipes d'asset management, de RSE, nos clients, les équipes d'urbanisme, de sécurité et d'exploitation, qui ont coopéré et collaboré pour développer un outil et mettre en commun une base de connaissances afin d'améliorer la connaissance du patrimoine, optimiser les fonctions d'exploitation qui permettent de fédérer autour d'un outil partagé, c'est-à-dire on parle le même langage et on parle le même mode projet, pouvoir créer des nouveaux cas d'usage et on en a de nouveaux chaque jour pour soutenir notre politique environnementale. C'est vrai que c'est quand même bien mieux qu'un plan, le patrimoine d'ICAD, des entrepôts, magasins généraux de Paris, qui aujourd'hui se baptise les parcs des ports de Paris. C'est un ancien espace logistique qui a plus de 200 ans, qui s'est construit sous Haussmann. On lit à gauche le potager, enfin la maison d'Haussmann et son potager privé, qui était un espace logistique qui se transforme depuis de nombreuses années au service du développement du territoire, au service de nouvelles fonctions, historiquement entrepôt logistique, ensuite devenu espace d'activité, notamment de tournage, c'est plus connu sous le nom des studios de la Plaine Saint-Denis. Vous verrez quelques studios et parmi les plus grands studios d'Europe et qui aujourd'hui dans ces voisinages accueillent le campus Condorcet qui est le plus grand campus universitaire en charge des sciences sociales et humaines. On accueille prochainement la maison de l'autisme, la première maison de l'autisme inaugurée début avril. Donc un espace, un lieu au service des territoires qui évolue année après année et dans une évolution doit pouvoir, par ses équipes opérationnelles, être géré dans les meilleures conditions. Donc ça se matérialise voilà, sur le parc, sur le territoire. Je vous ai quelques images en plan. Maintenant, nous sommes en 3 dimensions avec le parc qui à peu près de 200 bâtiments sur un espace de 80 hectares. Donc, on est sur la taille d'un arrondissement de Paris ou les tailles de la poire de la Défense, où on a l'ensemble des espaces et des aménités urbaines qui sont figurés sur le City Information Modeling, qui nous permet d'avoir et de synthétiser dans un seul espace nos différents locaux, mais également des bâtiments en construction. Nous sommes en cours de livraison de l'immeuble Jump, qui est ici. C'est l'import ou l'intégration d'une maquette BIM. Donc, c'est une maquette BIM issue de notre charte de BIM qu'on intègre au quartier, donc qui, dans sa taille, dans sa référencement, permet de pouvoir intégrer le territoire, ce qui nous permet
nous, de pouvoir brancher finalement ce bâtiment aux différents services disponibles sur le parc. Donc, les services sont nombreux. Le premier moyen de mesurer, de maîtriser son énergie, c'est de la comprendre. Donc, de comprendre les différents dispositifs et infrastructures sous-jacentes à l'énergie. Donc, on a par la maquette SIM le relevé de l'ensemble de nos réseaux et infrastructures. Ah, vous ne voyez plus? Si? Vous me voyez ou pas? Non? Non, c'est noir. C'est noir. Ouais, je ne sais pas comment on fait pour… ça vous revoyez ou pas? C'est la joie du direct. Tout à fait. On voit votre revenu. C'est revenu. On revoit, mais il n'y a plus rien à l'écran. Donc, je vais le recharger. Donc, on a les différents réseaux d'énergie qui sont disponibles. J'ai peut-être trop de fenêtres ouvertes. Il est chargé. Je vais le recharger, c'est peut-être mieux. Les joies du direct, ça marchait très bien. Oui. Donc, nos différents réseaux d'énergie, on va le laisser, j'appuie un peu. Voilà, qui sont à la fois nos infrastructures. Donc, on a remis sur un seul et même plan l'ensemble de nos infrastructures réseau, que ce soit les réseaux courant fort, les réseaux gaz, les réseaux urbains, réseaux de chaleur, qui composent le parc. Donc, ce qui nous permet, nous, en termes de gestion et d'exploitation, de comprendre effectivement l'anatomie du parc et du secteur urbain pour envisager tel ou tel programme de conversion énergétique ou de mix énergétique. On pense notamment à la géothermie, qui est un élément qu'on regarde. Donc, on intègre des bases d'open data qui nous permettent de modéliser finalement le potentiel géothermique ou de géoénergie qu'il y a sur le territoire. Donc, ça nous a permis notamment de convertir 2 bâtiments, le bâtiment Pulse et le bâtiment Jump qui est à côté, sur une base de géoénergie, et donc d'en acquérir le plein potentiel. La géoénergie, c'est une énergie généreuse, donc elle nous permet d'adresser pas simplement de satisfaire aux exigences du bâtiment, mais également, pourquoi pas, à l'échelle du quartier, dans des projets de microgrid qui peuvent être adressés. Nous avons également des sujets sur l'eau, c'est un sujet prégnant et une actualité volante. Donc, l'ensemble du réseau de gestion d'eau qui nous permet à la fois de maîtriser les réseaux armés incendies dans leur maîtrise et dans leur disponibilité, mais aussi les réseaux liés aux eaux usées ou à l'arrosage des espaces, donc avec l'ensemble des vannes et dispositifs qui nous permettent de… Alors, il n'y a pas de contrôle commande aujourd'hui, j'appuie pas sur une vanne pour la fermer à distance, mais elle est localisée et je peux en intégrer par l'intégration des données de consommation énergétique, des IoT, enfin des objets connectés qu'on a mis et qu'on a déployés sur le patrimoine, dans l'ensemble des consommations énergétiques, des consommations d'eau liées à notre infrastructure qui nous permet à la fois de gérer les débits de fuite, l'eau nécessaire pour l'arrosage automatique et autres. Ah, là, j'ai un bug, mais cela fonctionne également sur l'électricité pour pouvoir reprendre pour chaque bâtiment la consommation énergétique des bâtiments dans son mix énergétique, et donc de pouvoir apporter aux équipes opérationnelles un outil pour rendre compte de la performance énergétique et de l'impact énergétique de chaque bâtiment pour organiser à l'échelle du quartier tel ou tel projet. On a, au-delà des questions énergie carbone et consommation d'eau, des sujets sur la mobilité. Donc, on a figuré l'ensemble des services de mobilité sur le patrimoine. J'étais encore ce matin sur un cas d'usage simple qui est la mobilité cyclable, comment on convertit notre territoire en apportant des investissements pour améliorer la cyclabilité de notre patrimoine, et notamment le déploiement de solutions de parking, de stationnement pour nos vélos. Et donc, avec l'équipe, on utilise la maquette SIM pour pouvoir envisager telle ou telle implantation, telle ou telle situation, pour pouvoir voir son impact et apporter une restitution auprès de notre gouvernance permettant de rendre compte des investissements. Donc des sujets opérationnels sur l'eau, je vais assez vite, et un autre sujet qui m'est cher, qui est la biodiversité.
Nous avons sur ce parc d'affaires un patrimoine écologique et faunistique assez important. On a et on souhaite, dans le cadre d'un contrat de performance biodiversité, améliorer la qualité de notre patrimoine écologique et en améliorer la biodiversité. C'est un de nos engagements dans ce qu'on appelle une renaturation positive, c'est-à-dire améliorer par des intentions de plantation ou de la renaturation la qualité en termes de biodiversité du patrimoine. On l'intègre dans le cadre des trames vertes et bleues du territoire, mais avoir par la gestion et l'ensemble du réseau d'arrosage automatique, pas simplement une représentation, là c'est l'ancienne version, les arbres version Playmobil que vous avez à droite, mais la réalité de chaque espèce plantée et plantée sur le parc, qui nous permet d'avoir justement ce catalogue, ce patrimoine écologique et de le gérer dans les meilleures conditions. C'est important en termes pas simplement d'atténuation au changement climatique, mais d'adaptation de notre patrimoine au changement climatique, d'adapter les meilleures espèces et de pouvoir favoriser l'accueil des espèces. Vous voyez apparaître également des missions d'observation de biodiversité qui sont des opérations en lien avec le Muséum d'histoire naturelle, qui sont SPIPOL, des observations d'insectes et opérations mission hérisson pour aller observer le comportement de telle et telle espèce animale. Donc, ce sont des outils au service du plan de gestion durable du parc, vous voyez, sur différentes thématiques qui peuvent effectivement par thème s'organiser et se dérouler et s'adapter au cas d'usage que l'on développe. On a également quelques autres cas d'usage en cours de réflexion, que ce soit sur la production de déchets, sur la représentation de nos injections carrières, sur différents volets. Donc, j'ai demandé également à Gwenelle, et on va le faire, de pouvoir rendre compte du plan du PNACC, du plan naturel d'adaptation au changement climatique, pour avoir l'impact climat à la fois en pic de température, en retrait d'argile ou autres pathologies inhérentes au changement climatique sur le patrimoine, pour y apporter des solutions d'adaptation du parc. Donc, autant de situations, autant de réalisations qui nous permettent d'apporter aux équipes concrètement un outil opérationnel au service de la question de la décarbonation d'une part, mais au service de l'ensemble des enjeux environnementaux. Donc c'est opérationnel et fondé sur les cas d'usage, et c'est ça qui a été le moteur dans la mise au point de cette solution, c'est comment on satisfait au cas d'usage des équipes opérationnelles. Et je dois témoigner que c'est bien le cas. Et c'est même open bar, si on souhaite, BNL, dans les cas d'usage. On a de cesse que de les améliorer et d'enrichir cette base de connaissances commune au service de l'action. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il fallait que je présente dans les autres slides. J'en ai déjà dit beaucoup. Voilà, j'ai mis les slides, ça a marché, donc j'ai pas besoin des autres slides. Super. Merci beaucoup. Donc, simplement témoigner par là, voilà, ce que j'ai dit en conclusion, pardon. Une démarche je sais pas si vous le voyez, une démarche de coopération qui intègre les compétences présentes. Je voulais dire que c'est pas un outil qui est exclusif de ceux qui maîtrisent le numérique ou la data ou qui ont une haute compétence en numérique. C'est adressable par l'ensemble des équipes opérationnelles. Ça permet justement de monter en compétences et petit à petit de pouvoir adresser cette question de la gestion de la data au service de l'impact. Et c'est ce qu'on souhaitait, ce qui permet à chacun, et dans les équipes de gestion et gestion au service du quartier, ce sont des opérationnels, et c'est bien eux qui s'en servent au quotidien et non pas des équipes qui ont une culture data de longues années ou d'une longue pratique. C'est, vous voyez, totalement accessible, et c'est bien ce qu'on souhaitait, et c'est, je crois, un facteur de succès ou un facteur extrêmement important pour que chacun puisse s'approprier ces questions-là et les mettre en œuvre. Voilà. En tout cas, merci Benjamin pour ce retour concret. Effectivement, ce que nous, on ressent, c'est que ça a fédéré les équipes autour d'un socle numérique, ce qui n'était pas forcément évident avant. Et là, tout le monde retrouve son compte, en fait, parce que finalement, Porte de Paris, il y a plein de gens à travailler sur Porte de Paris, et là, ils se retrouvent
à finalement avoir un outil commun très opérationnel et du coup, effectivement, la montée en compétences est assez simplifiée en fait. Et c'est ça qui est très puissant avec le numérique, c'est que ça simplifie tout et ça met tout le monde à égalité. Alors, je trouvais que le mot était joli, c'est un outil inclusif. C'est vrai que c'est pas souvent qu'on utilise ce terme-là, mais on peut dire que le numérique permet de faire un outil inclusif et la décarbonation, du coup, va en profiter, en tout cas, on l'espère. Alors, peut-être maintenant place les outils ne sont pas à ce niveau-là, hein, Lionel. Comment? Vous avez réussi, mais il y a quand même une réalité aussi d'outils qui sont totalement abscons et inutilisables pour ceux qui n'ont pas une grande formation. Donc, je crois que c'est l'attention que l'on a de prendre le projet par les cas d'usage et par manière opérationnelle. Donc, c'est en tout cas nous ce que l'on souhaite et dans le cadre de la coopération que l'on a ensemble, c'est vrai que c'est quelque chose que l'on tient à maintenir, qui est la simplicité d'usage de ces outils. Sinon, on a un phénomène de rejet qui est même contraire à ce que l'on souhaite faire, contre-productif. Okay. Ah, et là, ça met tout le monde d'accord, en fait. C'est ça l'avantage. Quelle a été la durée d'implantation du CIM? D'implémentation, pardon. Ah, ça, c'est une bonne question. Effectivement, ouais, c'est intéressant. À l'échelle de Porte de Paris, nous sommes à l'échelle de, on va dire, 60 hectares. Et je pense que ça nous a mis à peu près, on a pris 3 mois pour le faire. À peu près. 3 mois avec un rythme régulier. Hein, on faisait toutes les semaines un point de 30 minutes pour la remontée de données, ce qui permettait de se rendre compte aussi à quelle vitesse, les difficultés aussi qu'on avait à capter la donnée, parce qu'en fait, au départ, c'est quand même un des grands enjeux, c'est d'aller récupérer cette donnée, de l'implémenter en fait. Et donc, ce rendez-vous, une petite routine de 30 minutes toutes les semaines, et puis à un moment donné, il n'y a pas eu besoin, enfin, ça s'est arrêté naturellement. L'avantage de cette méthode du 30 minutes, c'est que je dirais que les équipes, en fait, se sont familiarisées naturellement grâce à ça, parce qu'ils voyaient toutes les semaines l'outil, ils pouvaient aller dessus. Donc, en fait, il n'y a pas eu vraiment besoin de faire une formation à proprement parler. On l'avait envisagé au départ, mais en fait, on s'est rendu compte que ce rendez-vous de 30 minutes avait finalement un double emploi. Nous, ça nous permettait d'être dans un échange quasi, extrêmement proche des équipes qui étaient capables de nous faire remonter de la donnée. Et puis, en même temps, elles bénéficiaient ça comme du temps d'appropriation, du temps finalement indirectement de formation. Et je pense que la facilité, le côté inclusif dont on parlait tout à l'heure, par rapport au cas d'usage, est venu en fait naturellement grâce à cette méthode. En tout cas, c'est ce qu'on a ressenti. Je ne sais pas si Benjamin, vous voulez peut-être aussi donner votre… Ce qui est important, c'est pour que les équipes opérationnelles se rendent compte dans un format sprint que l'effort est payant, c'est-à-dire que l'apport de base de données ou l'apport d'informations on peut rendre compte très rapidement sur un plan et autant. Petit à petit, finalement, on implante les infrastructures réseau courant fort, hop, c'est matérialisé, on a un prochain sprint et c'est une dynamique positive qui s'est installée dans l'équipe projet, ce qui a fait que les 3 sprints ont été concluants pour satisfaire à nos cas d'usage et tout de suite avoir un outil disponible. Et c'est vrai que c'est quand même plus satisfaisant que d'avoir un grand soir au bout d'1 an et demi où on a tout est disponible en révélation. Non, c'est petit à petit que ça se construit. Et au passage, effectivement, on a pris le temps de former les équipes et de les accompagner sur cette durée. Et ça fait 1 an aujourd'hui qu'on a cet outil à disposition et que l'on fait grandir. Et c'est pour moi qui fait grandir, ce sont mes équipes au quotidien en sollicitant tel ou tel cas d'usage et on va le déployer. Là, sur le parc des Portes de Paris, on a un autre parc de 7 hectares et un 3e de 80 hectares au sud de Paris qu'on va également implémenter dans l'outil. Voilà, donc l'intérêt, c'est d'avoir un portail aussi. Donc, on a constitué le portail en même temps, si bien que ICAD a, on va dire, le choix d'aller là où il veut, en fait, en fonction
que ce qu'il veut consulter. Donc, c'est ça aussi la faculté, si je puis dire, d'employabilité de la plateforme, c'est que du coup, vous pouvez voyager en fait extrêmement rapidement grâce aux jumeaux numériques, hein, parce que bon, peut-être que c'est un mot que vous connaissez déjà. Le SIM by ICAD, c'est un jumeau numérique amplifié avec une base de données temps réel, hein, sur toutes les problématiques dont on a parlé tout à l'heure. Donc, c'est vrai que cette facilité pour 3 mois de travail quand même intensif, hein, faut pas non plus sous-estimer le travail qui a été exécuté par les équipes pendant 3 mois de mise en place du socle. Finalement, c'est un temps assez court pour le résultat qu'on a réussi à produire. Donc, c'est pas si… Disposer de bases de données par ailleurs. Enfin, c'est pas le temps de constitution des bases de données. On avait quand même pas mal de bases de données en biodiversité et autres qu'on a remis en cinétique. On a tout mis au même endroit. Donc, c'est un travail de… Oui. Alors, on a une autre question relative à effectivement, à l'antagonisme potentiel entre utiliser le numérique et impact du numérique sur l'environnement. Donc, nous, ce que je voulais dire par rapport à cette question, peut-être côté SRI, c'est qu'on a une démarche aujourd'hui de sobriété numérique, de collaboration avec nos clients et partenaires sur le sujet. On a créé une communauté thématique très récemment et on convie l'ensemble de la communauté à s'associer à cette sous-communauté pour y réfléchir, à trouver des solutions. Il y en a. Il faut juste peut-être partager nos bonnes expériences et après peut-être un premier niveau de réponse pour cette question, c'est aussi tout est dans le poids à la mesure, c'est-à-dire combien j'investis en côté numérique et quel est l'impact côté numérique versus l'apport du numérique par rapport aux enjeux de décarbonation. Et c'est vrai que là, on a eu un très bon exemple selon moi dans lequel le numérique permet réellement de désiloter, d'avoir cette collaboration, cette vision finalement holistique à l'échelle d'un territoire, d'un site, mais qui permet réellement de prendre dans son ensemble le sujet. Et là, le numérique a quand même un atout, c'est qu'il offre cette vision globale et synthétique. Tout à fait. Et je pense oui, voilà. L'impact est minime, hein, franchement. On a fait un petit calcul justement lorsqu'on a été dans la phase d'audit avec Solar Impulse, là, la fondation, parce qu'ils nous ont posé effectivement la question, et on a comparé le temps nécessaire pour du coup constituer cet outil par rapport au temps qui serait à faire s'il n'y avait pas la partie numérique. Et en fait, finalement, on s'aperçoit que l'information transmise est tellement performante et qu'elle n'impacte pas tant que ça par rapport à un temps en machine qui serait beaucoup plus important à produire. Ce que je veux dire par là, c'est que si on n'a pas l'outil numérique tel qu'il est là, présent, de toute manière, les gens voudront aller chercher la réponse. Mais comme ils auront du mal à la trouver, ils vont passer un temps fou à la chercher. Donc en fait, bon an, mal an, finalement, le fait de travailler intensément sur un temps court et produire un outil commun, ça fait gagner du temps à tout le monde et ça permet d'être meilleur en consommation carbone sur la partie impact numérique. Voilà. Par rapport au temps humain. Ce qui est vraiment notre… C'est-à-dire quand nous, on calcule nos émissions carbone, on a bien nos émissions directes et les émissions carbone évitées. Et c'est le pilier B de la Net Zero Initiative au niveau européen. Donc, quantifier les émissions carbone évitées vise justement à se doter d'outils numériques pour permettre de l'évaluer et de la quantifier. Donc, c'est en cela où le numérique, dans ses émissions carbone évitées, doit être très supérieurement meilleur que les émissions carbone directes. C'est bien cet effet levier qu'on cherche. S'il n'y a pas cet effet levier, la high-tech doit revenir d'où elle vient. C'est ça. On avait une question pour Benjamin. Si vous aviez un conseil à donner à une structure qui souhaite implémenter une solution comme vous l'avez fait, quel serait-il? Quel conseil? Si on avait C'est bottom-up. C'est bottom-up, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un sponsoring direction, c'est sûr, en disant, voilà,
je ne dis pas le coup de pouce au départ et l'intention en disant voilà, volontariste d'y aller, mais c'est les équipes opérationnelles qui ont été dans les sprints et qui se sont appropriés l'outil petit à petit. Faut pas, on a pris le temps qu'il fallait, et Gwenaëlle et ses équipes ont pris le temps qu'il fallait pour qu'ils se l'approprient. C'est-à-dire que c'est pas un outil imposé et un énième outil de plus, c'est un outil qui s'est intégré à leur travail au quotidien, et donc c'est par le bottom-up et par la réalisation du programme par les cas d'usage opérationnels très accessible que nous y sommes parvenus. Et pas forcément les cas d'usage que j'avais en tête ab initio, c'est bien les équipes opérationnelles dans les ateliers de mise au point de co-construction qui ont fait ça. Donc c'était pour moi le sens du succès de cette opération et aujourd'hui de sa pérennité. C'est pas simplement un coup, voilà, un coup, c'est un outil qui va s'installer dans la durée, dans notre gestion sur la durée de notre patrimoine. Et je peux compléter avec le retour aussi d'expérience de Saint-Lô Agglomération, alors qu'il y a une maire aussi qui est très férue de numérique, hein, qui a compris l'intérêt. Bien qu'au départ, ils avaient initié la démarche au niveau énergie, ils se sont rendus compte que du coup, la réplication sur les autres thèmes était accessible. Donc, il y a eu des ateliers agiles, on appelle ça comme ça, pour donc familiariser, si je puis dire, le maximum. Et en fait, on s'aperçoit un peu comme ça s'est produit pour ICAD, c'est que du coup, c'est le terrain qui parle, disant, bah tiens, du coup, on pourrait faire ça. Ah mais oui, on pourrait aussi simplifier ça. Et donc, du coup, en fait, naturellement, les gens comprennent que comme c'est simplifiant, bah, ça fait gagner du temps aussi à tout le monde. Et donc, il se crée petit à petit, on construit des cas d'usage, hein, effectivement, c'est le terme qu'on utilise, des mini cahiers des charges, si je puis dire, spécifiques à la thématique où on cherche à résoudre en fait le problème rencontré aujourd'hui. Et du coup, on fait après des sprints, effectivement, pour pouvoir résoudre ça. Donc, un cas d'usage, c'est un mois et demi, enfin, ça dépend de sa complexité. On a des cas d'usage standards et des cas d'usage complexes, ça dépend qu'est-ce qu'on manie comme données. Mais en gros, en 2 mois, un cas d'usage est mis sur pied. Donc, du coup, ça permet aussi, un peu comme si on remontait un peu la vis, on fait un cran de plus à chaque fois et du coup, c'est au profit du gain de temps de chacun. Et c'est eux qui ont eu l'idée. Hein. Nous arrivons à la fin là, du webinaire. On a d'autres questions. Ce que je vous propose donc aux auteurs des questions, c'est qu'on vous réponde après le webinaire hein, par écrit. N'hésitez pas à revenir vers nous. On reste à votre disposition, hein, tous. Et je souhaitais vraiment remercier Benjamin Fiquet et Gwenaëlle Carfantan pour l'intervention et Lara et les équipes d'Urban Sync pour la préparation. Voilà. Merci à tous les auditeurs et au plaisir de vous retrouver prochainement. Merci David, merci Benjamin. Merci à tous. À merci bientôt. à vous. Merci de votre attention à tous. À bientôt. Au revoir.